c'est une manière, c'est quoi? Ils se vengent de la civilisation syrienne, ils se vengent de l'histoire de la Syrie, ils se vengent. Ça, c'est pas seulement de la Syrie, c'est l'histoire de l'humanité qui est en train d'être détruite. Et là aussi, il faudrait que l'ONU et tous les peuples et tous les médias mainstream réagissent. Et en fait, là, on voit qu'il n'y a absolument aucune réaction. Mais ce site d'Ain Dara était un vrai bijou en basalte, en pierre basaltique. Hein. Tout est sculpté, les dieux de l'époque donc c'est vraiment incroyable comment les médias agissent en deux poids deux mesures. Voilà. Ouais. On a. Je suis désolé. Non, mais je vous en prie. Je crois, je suis pas sûr, mais je crois que ça fait partie des crimes de guerre, hein, de s'attaquer sciemment à des lieux de mémoire comme ça, à l'archéologie. Je crois que c'est un crime. Hein, ça fait partie des délits importants en cas de guerre. Hein. On n'a pas le droit de s'attaquer à des lieux de mémoire comme ça. Oui. Mais bon, en fait, il faut des sanctions contre ces gens. Alors justement, en parlant de sanctions, je vais faire une parenthèse. Hein. Elle est complètement hallucinante, celle-là d'ailleurs. Hein. C'est les propos du secrétaire d'État aux affaires étrangères américain, Rex Tillerson, qui désigne la Russie comme systématiquement responsable des attaques soi-disant chimiques syriennes, comme c'était dans le... Enfin, c'est soi-disant le cas à Rancheroun, hein, le 4 avril 2017. Et c'est très important parce que, alors que les Russes et les Syriens essayent de demander à corps et à cri une enquête équilibrée et objective sur cette affaire, on a des Américains qui sont déterminés à mettre en cause, à incriminer la Russie et la Syrie par le fait, hein, par des déclarations assez incroyables quand même. Hein. Alors, je crois que cette histoire des attaques chimiques, en fait, est devenue un classique. C'est un feuilleton classique qu'il déploie à chaque fois qu'il y a une avancée de l'armée syrienne et des victoires de l'armée syrienne. Oui. Nous l'avons vu à Khan al-Assal, nous l'avons vu à Douma, nous l'avons vu à des périodes où l'armée syrienne est très victorieuse. Ils commencent à nous sortir ces histoires d'armes chimiques parce qu'ils donnent l'ordre à leurs sbires de terroristes à utiliser les chimiques pour en accuser l'État syrien. Et maintenant, c'est pas seulement l'État syrien, mais c'est la Russie qui va avec. Et tous les rapports qui ont été écrits, ils en font fi, aussi bien les rapports de Seymour Hersh dans les deux cas, que les rapports du MIT, etc. Tout ça, pour eux, n'est rien. Ils continuent quand même à formuler des attaques mensongères sur des faits mensongers pour créer une atmosphère hostile à la Syrie et à la Russie dans le monde, ce qui fait que les gens n'en savent plus rien puisque les mensonges sont tellement répétés qu'ils pensent qu'on finit par penser que c'est la vérité. Oui. Donc ça c'est... Et donc depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, c'est systématique. À chaque fois que l'armée syrienne avance et remporte des victoires, on l'attaque, on l'accuse d'utiliser le chimique, on l'accuse d'empêcher les aides d'arriver à la population, on l'accuse de crimes contre l'humanité. Alors que c'est tout à fait l'inverse, c'est eux qui commettent des crimes contre l'humanité, c'est eux, j'entends les terroristes, hein, et les pourvoyeurs des terroristes qui sont derrière eux, qui leur donnent aussi les ordres
pour agir de la sorte à chaque fois qu'ils sont en difficulté. Donc ça, on l'a vu à la libération d'Alep, on l'a vu à la libération de Deir ez-Zor, on l'a vu d'ailleurs même à Harasta, à Douma, en 2013, en août 2013, pour occasionner un bombardement américain sur la Syrie. Tout ceci, ça commence à... si on n'a pas la mémoire courte, on regroupe tous ces événements, on voit tout de suite le comportement qui se déclenche à chaque fois que à chaque fois que l'armée syrienne est victorieuse. Voilà, ça c'est un fait qu'il répète sans arrêt, et il pense qu'en le répétant, il va finir par devenir une vérité. Ça rappelle quand même les propos de Goebbels, le conseiller de communication des nazis hitlériens. Oui. Alors, Essar, une petite précision, parce que évidemment, tout le monde n'a pas de notion de géographie très étendue sur la Syrie. Arasta, c'est une petite ville qui se trouve dans le secteur de Douma, qui se situe au nord-est de Damas. À combien de kilomètres d'ailleurs, à peu près? Arasta, Douma sont les banlieues de Damas, effectivement, sont les banlieues de Damas. C'est le banlieue est, effectivement, nord-est de Damas. Et c'est, moi je dirais sud-est plutôt. Oui, d'accord. Enfin, donc c'est est, sud-est plutôt de Damas. Et oui, effectivement, c'est des banlieues de Damas. Et donc tout près, quoi. C'est 1 kilomètre. Joba pareil, Chavot pareil, tout ça. Donc voilà, on est très proche de la capitale. Si vous me permettez, il y a un point que j'aurais voulu dire, que je voudrais dire. En fait, cette volonté de détruire la civilisation, cette volonté de détruire la Syrie, le peuple syrien, etc., elle s'affirme depuis 7 ans. Mais face à cela, les pourparlers de Vienne, là, qui se sont réunis 2 jours avant Sochi, donc la semaine dernière, je peux dire, les 2 derniers jours de la semaine dernière, l'ambassadeur syrien Dr Bachar Ja'fari a offert à de Mistura une tablette archéologique qui est d'Idlib, qui a été trouvée à Idlib, donc dans le gouvernorat d'Idlib, dans la ville de Garit, qui représentait un traité de paix, le premier traité de paix dans le monde de l'année 2350 avant Jésus-Christ. 2350 avant Jésus-Christ. Et le docteur a offert ça. Voilà. Et le docteur a offert ça à de Mistura. Clairement. À de Mistura, effectivement, en lui signalant qu'il y a 170 tablettes archéologiques comme ça, qui sont dérobées par les Anglais, les Français, etc., qui sont dans leur musée, et qu'il est interdit de traduire, et qu'il est interdit donc de montrer que ça fait partie de la civilisation syrienne. Donc en fait, non seulement on veut détruire, on veut transformer, on veut occulter ces civilisations pour continuer à dire que ce sont des peuples qui n'ont pas de civilisation, qui n'ont aucun passé, et que nous venons les civiliser, soi-disant. Oui. Donc voilà, ça a été offert à de Mistura, et je trouve que ça a été génial, en ouverture tout simplement, en guise d'ouverture des pourparlers de Vienne. Alors, et ça, si vous me permettez,
Oui, d'accord. Excusez-moi. Si vous me permettez, parce que vous avez évoqué tout à l'heure, je vous ai lancé sur le sujet bien sûr, mais vous avez évoqué tout à l'heure la duplicité des pays occidentaux, la duplicité des Américains derrière les terroristes, hein, derrière cette guerre qui dure depuis 2011 hein, en Syrie. Et si vous me permettez, je vais le faire parce que je l'ai déjà fait dans le site rep de Christelle Néant sur le Donbass. Je voudrais évoquer le Donbass dans votre site rep parce que il y a une interconnexion évidente entre la situation du Donbass et la situation de la Syrie. Je crois que vous êtes toutes les deux d'accord sur ce point. Parce qu'il y a les mêmes acteurs derrière soit les néo-nazis en Ukraine, soit les terroristes en Syrie. Et je voulais encourager les vidéospectateurs et vidéospectatrices qui regardent le site rep sur la Syrie à aller consulter, voir les deux derniers sites rep sur le Donbass, le 74 et le 75e, qui fait référence au vote à la Rada ukrainienne de la loi de réintégration du Donbass qui supprime, en fait, qui éjecte les accords de Minsk qui servaient à apaiser la situation dans le Donbass et qui n'ont jamais été respectés par la partie ukrainienne et que les Américains et les Occidentaux, les Européens se servaient pour voter des sanctions supplémentaires contre la Russie. Et cette loi de réintégration du Donbass, elle désigne les Russes comme étant en fait les envahisseurs du Donbass. C'est-à-dire une loi qui finalement cherche à disculper la junte de Kiev des crimes de guerre qui ont déjà été commis contre les civils du Donbass. Hein. Je rappelle qu'officiellement, il y a 10 000 morts, hein, et essentiellement des civils. Hein. Plus de 6 000 civils sont morts sous les bombes et les obus de l'armée ukrainienne, hein, dans lequel on trouve des bataillons néo-nazis quand même. Hein. Et là, on voit de plus en plus cette interconnexion entre la situation de la guerre en Syrie et la situation qui se passe dans le Donbass. Et il est probable que si la situation dégénère en Syrie, à cause de Erdogan, à cause de l'intervention d'Erdogan, elle va parallèlement se dégrader également dans le Donbass. En tout cas, moi j'invite chacun les groupes de vidéospectateurs qui s'intéressent d'une part à la Syrie et d'autre part au Donbass, de voir les deux sites rep, hein, vos deux sites rep, hein, ceux de Christelle Néant et les vôtres, hein, Essar, parce que on comprend mieux ce que cherche à faire le sponsor général, le sponsor principal qui est Washington. Hein. Et ça. Oui. En effet, la situation au Donbass et la Syrie sont très très liées et c'est exactement le même scénario. La différence, c'est que là, les néo-nazis, c'est quoi? Ce sont des mercenaires aussi et des terroristes qui ont été dépêchés au Donbass. Ils ont commencé d'ailleurs par des crimes terribles, comme c'était le cas en Syrie, et oui. Leur objectif, c'est détruire effectivement toute cette souveraineté et puis occuper le pays, vraiment. D'ailleurs, je voudrais dire, ce n'est pas par hasard que ces pays qui sont les pourvoyeurs des terroristes et qui agressent la Syrie depuis 2011, comme vous l'avez bien dit, ce n'est pas par hasard qu'ils envoient un papier qui est cité comme non-papier, qui est une recommandation pratiquement au pourparlers de Sochi, qui est en fait c'est pas des pourparlers. Sochi, c'est un congrès national de dialogue syrien, normalement syro-syrien, qui se réunit à Sochi aujourd'hui et demain. Pour discuter deux points importants qui sont basés sur la décision 2254 du Conseil de sécurité et qui stipule en fait en gros l'unicité du territoire de la Syrie, l'unicité du territoire, la souveraineté de la Syrie,
le fait que la Syrie soit un pays laïque. Et donc, en fait, tout ceci, c'est dans cette décision. Mais en plus, alors, dans ce congrès national, participe une tranche très, très large, pour une fois, de la population syrienne. Donc, pour vous dire, il y a 1600 personnes qui ont été invités à la Russie, en fait à Sochi par la Russie, 1600 personnes représentant pour la première fois donc les partis d'opposition patriotiques qui sont à l'intérieur et tout l'éventail des opposants qui va depuis l'opposant effectivement patriotique jusqu'aux ceux qui se disent opposants mais qui sont complètement liés aux États-Unis et au plan des Américains et même aux Saoudiens. Donc c'est la plateforme de Riyad. Et c'est la plateforme de Riyad qui s'est vue porteuse donc de ce papier qui met donc qui propose donc une constitution qui viserait à transformer la Syrie en État sous mandat des États-Unis, en enlevant aussi toutes les prérogatives du président, en donnant comment dire, pas une souveraineté, mais une sorte d'indépendance locale de gestion de tous les gouvernorats, etc. Alors, bien entendu, on voit clairement que cette proposition, elle met fin à toute la souveraineté de la Syrie et la transforme en État sous mandat et éventuellement complètement sujette au partitionnement. Chose qui était le plan initial américain et qui a complètement échoué. Bien entendu, ce papier a été rejeté d'office globalement en détail et en global, je veux dire, il a été rejeté violemment par toutes les oppositions, sauf d'ailleurs les personnes qui sont liées aux Américains et aux Israéliens. Oui, forcément. Donc voilà. Et pour moi, c'est une proposition complètement provocatrice. Et cette proposition, j'ai dit par qui elle était proposée. Ça a été par les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, qui sont que les pays qui agressent la Syrie. Bien sûr, il y a Israël derrière. C'est une tentative, encore coulisses, une fois. Je peux dire. Oui, c'est une nouvelle tentative pour mettre la Syrie sous tutelle, hein, et lui imposer ensuite tout un agenda absolument dégueulasse, où la population syrienne serait très certainement mise également sous tutelle, et puis maltraitée. Hein. Oui, bien sûr. Absolument. Absolument. C'est une occupation, en fait. C'est un truc d'occupation. Mais ce qu'ils tentent de faire, c'est gagner par les discussions ce qu'ils ont perdu par la guerre. Or, il est clair que ça ne passera pas. Et il est clair que les gens sont suffisamment avertis pour rejeter en bloc, en fait, ce type de proposition. Mais bon, ils ont tenté. Ouais. Dans un registre assez voisin... Donc, ce fameux congrès de Sochi... Oui. Pardon. Je voulais juste dire que le congrès de Sochi continue demain. Donc aujourd'hui, toutes les délégations sont là et il y a des discussions bilatérales, multilatérales, etc., un peu informelles, je crois. Il y a des commissions qui s'organisent, des commissions de travail. Et puis, il continue demain, donc toute la journée. Et je pense que c'est
d'un début pour d'autres Sochi ou d'autres conférences, en fait. Ce qui est important, c'est que l'importance de cette conférence, c'est que Oui. c'est la première conférence de dialogue national où participe une tranche très large de la population syrienne, alors que jusqu'à présent, seules étaient considérées les oppositions, soi-disant oppositions, qui étaient liées aux terroristes d'un côté et qui étaient liées aux Américains à leur plan, aux Occidentaux, je peux dire. Ouais. Donc ça, c'est un phénomène, c'est un fait très important. Deuxièmement, excusez-moi. Je vous en prie. Deuxièmement, en fait, ce dialogue syro-syrien fait comme si c'était une guerre entre Syriens. Or, en fait, la guerre, elle n'est pas entre Syriens, c'est une guerre contre la Syrie, en Syrie ou sur la Syrie. Mais je crois que c'est une guerre d'agression contre la Syrie de manière très claire. Et en fait, ce dialogue et ce congrès visent à désamorcer effectivement à désamorcer ou à enlever, à tirer le tapis sous les pieds de tous ceux qui sont liés à l'agenda américain, montrant que c'est une petite minorité, effectivement, et que s'ils veulent quelque chose, ils n'ont qu'à recourir au processus démocratique, Oui. puisqu'ils parlent de démocratie. Oui. Et qu'ils aient le courage de rentrer dans le pays et de se présenter aux élections. Alors, mais il voit clairement que la population les rejette clairement, complètement. Oui. Dans le même registre, un peu, on a l'anti-Astana qui est qui sont les pourparlers de Genève. Hein. Je ne sais plus à combien on est de pourparlers. Je crois que ça doit être le 8e ou le 7e, quelque chose dans ce goût-là, qui devient insignifiant. Hein. C'est-à-dire que on comprend bien avec le temps que Genève, c'est surtout une tentative occidentale de reprendre la mise, enfin de reprendre la main sur la situation en Syrie, alors que Astana a déjà montré son efficacité, contrairement aux réunions de Genève qui se terminent souvent, ce qu'on appelle, dans l'expression triviale, en eau de boudin. Hein. En effet, de toute façon, Genève, c'est sous la direction, sous la houlette de l'ONU, dans laquelle l'ONU est malheureusement le masque des Américains. Hein. Et d'ailleurs, même l'envoyé spécial de Mistura, il a beau essayer de faire le beau, je peux dire, il est en train clairement de défendre toujours les positions américaines et toujours de défendre les terroristes qui sont soutenus par les Américains, en fait. Et c'est devenu tellement flagrant que ça se voit systématiquement. Il est toujours en train d'avancer leurs papiers. Il est toujours... Oui. Donc, et clairement, il n'est absolument pas... il n'est absolument pas, neutre dans l'affaire, et ça l'a complètement discrédité aux yeux de tout le monde, aux yeux même du peuple syrien. Donc, ça d'un côté. De l'autre côté, Astana, effectivement, a montré son efficacité, puisque Astana a réuni toutes les parties. Ça a été d'abord par l'initiative russe, qui a appelé tout le monde à participer à Astana. Et l'objectif, c'était arrêter les fusions de sang en Syrie réellement, et puis isoler. Rappelons que Astana a eu lieu après des années
où les Russes demandaient aux Américains, qui disaient qu'il y a une opposition modérée, que les terroristes étaient une opposition modérée, ils leur demandaient, donnez-nous quelles sont l'opposition, les organisations que vous appelez opposition modérée, et quelles sont les organisations que vous appelez terroristes. Oui. Il est important d'isoler les uns des autres. Or, pendant une année entière, cette question était persistante et les Américains étaient absolument incapables de donner quoi que ce soit, parce qu'il y avait de toute façon 130 organisations terroristes ils ont éludé la question, qu'ils appelaient modérées, et ils ne reconnaissaient comme terroristes que Daesh et Al-Nusra. Oui. Et d'abord, après, c'est devenu Daesh uniquement, et là, il y a une tentative de réhabiliter Al-Nusra, en fait. Et toutes les autres organisations qui coupaient des têtes et qui pillaient, etc., et qui violaient, qui détruisaient, etc., ce sont des oppositions modérées. Ils ont même mené plusieurs tentatives de réorganiser ces soi-disant oppositions modérées, entre guillemets, et puis les armes se sont retrouvées dans les mains d'Al-Nusra. Rappelons-nous, ils avaient formé à Raqqa, ou dans les faubourgs de Raqqa, ils avaient formé des soi-disant forces modérées pour s'opposer aux terroristes. Et du coup, pour s'opposer au gouvernement syrien, puisque de toute façon, leur hantise, c'était s'opposer au gouvernement syrien et pas du tout au terrorisme au début. Et donc là, ils étaient obligés de changer de langage, alors qu'en réalité, ils ne faisaient que s'opposer à l'armée syrienne. Ils faisaient tout pour arrêter son avancée, ils faisaient tout pour tuer le maximum de soldats syriens et aujourd'hui le maximum de civils syriens. Donc tout ceci, la politique américaine, turque se situe dans ce contexte, et la politique américaine est celle de la coalition qui relève des États-Unis, la coalition occidentale. Donc clairement aujourd'hui, ce sont des forces qui s'opposent à l'État syrien, qui visent la destruction de l'État syrien et de la Syrie, et qui visent aussi à détruire la civilisation syrienne, à son passé, etc., pour réécrire l'histoire telle que ça les arrange et telle que ça arrange Israël. Ça, disons-le de manière très claire. Alors Essar, il nous reste un tout petit quart d'heure pour évoquer le reste des sujets. Mais vous vouliez évoquer la présence et le travail efficace de dénonciation des impostures par la journaliste Vanessa Bailey, qui est une journaliste quand même militante quelque part, et qui expose l'imposture en particulier de cette pseudo-organisation humanitaire créée par un Britannique, les White Helmets, les casques blancs. Ouais. Alors je voudrais saluer Vanessa Bailey. Je voudrais saluer ses efforts, mais aussi elle n'est pas la seule. Il y a d'autres journalistes aussi qu'il est important de saluer, qui se battent aussi pour faire émerger la vérité. Donc comme Pierre Lecorf, comme comment elle s'appelle, cette amie qui est en canadienne aussi, une journaliste canadienne, très importante. Bon, il y a vraiment des personnes qui se battent effectivement pour faire émerger la vérité, pour faire connaître la vérité sur la Syrie et sur tous les pays, la Syrie, la Palestine, le Yémen aussi. Donc, bon, Vanessa, elle est passée en Syrie. Il s'est trouvé que j'étais là au moment où elle est passée. On s'est vu. Et elle a fait un travail absolument admirable d'enquête et d'investigation sur les casques blancs, qui montrait que ces fameux casques blancs
étaient tour à tour terroristes et chaussés ou mettaient sur leur tête leur casque blanc pour les photos et pour montrer qu'ils sont soi-disant en train de faire de l'humanitaire, alors qu'ils faisaient partie des terroristes eux-mêmes et qu'ils posaient carrément, et c'était des mises en scène réelles, dont la mise en scène à Khan Cheikhoun aussi, qui était filmée pour montrer que l'État syrien a utilisé le chimique. Donc, je voudrais la saluer et je vous dis tous, en fait, il est important de suivre ce qu'elle écrit, ce qu'elle dit, etc., parce que c'est vraiment la vérité du terrain. Et je la salue. Très bien. Et je salue tous les journalistes qui se battent pour la vérité et qui se battent pour faire émerger la réalité, la vérité, et qui se battent pour le droit des gens à disposer d'eux-mêmes, finalement. Il y a Jean-Louis Isambert qui sort son tome 2 de 56, son livre Oui. Voilà, qui désigne les politiciens français qui sont mouillés dans le terrorisme. Absolument. Alors, je voudrais saluer Jean-Louis Isambert. Je vous recommande vivement de lire les 2 tomes 1 et 2. Je recommande vivement, je voudrais aussi lui dire, en fait, c'est un acte de vérité et de courage qu'il fait. Merci Jean-Loup, merci de vouloir aussi faire émerger ces vérités et faire connaître au peuple ce qui se passe réellement. Alors, et ça, c'est un livre précieux que je vous recommande, vraiment. Le tome 1 et le tome 2, les deux. Il y a une bonne partie d'ailleurs qui concerne la Syrie dans son tome, oui, dans ses livres. Absolument. Alors, on va terminer, si vous le voulez bien, en évoquant, je vais évoquer rapidement, comme vous me l'avez indiqué juste avant l'enregistrement de ce site rep, le retour quand même des habitants de la localité de Beijing qui était bombardée par Israël, et occupée ou en tout cas attaquée systématiquement par les terroristes soutenus par l'entité sioniste. Le retour des habitants à Deir ez-Zor, malgré le fait que les Américains, enfin en tout cas l'aviation de la coalition US semble s'acharner dessus, par des bombardements. On a le retour des habitants dans la partie est, entre guillemets la fameuse ex-partie est de Alep, après déblaiement des minages, on voit des images, il y a alors, des images qui circulent là-dessus. Oui, je vous en prie, allez-y. Tout à fait. Je voudrais souligner quand même que la vie reprend ses droits partout en Syrie, partout dans les zones libérées par l'État syrien, libérées des terroristes, notamment à Deir ez-Zor, les gens qui ont subi Daesh, donc l'est de Deir ez-Zor, les gens qui ont subi le joug de Daesh pendant 3 ans complets et qui ont vécu aussi sous le siège, en état de siège en fait, pendant 3 ans et plus de 3 ans et quelques jours. Cette ville reprend sa vie, les habitants reviennent. L'État a mis à la disposition des habitants et des fonctionnaires d'ailleurs qui reviennent aussi à la ville de Deir ez-Zor, et il a mis à leur disposition des cars qui les transportent gratuitement de là où ils sont d'ailleurs pour le retour à Deir ez-Zor. L'université de Deir ez-Zor reprend vie. Tous les fonctionnaires commencent à faire revivre aussi après le déblaiement, le nettoyage, etc.,
toutes les administrations refonctionnent dans la ville de Deir Zor progressivement. Les gens avec les autorités locales, je peux dire en fait la mairie, etc., main dans la main, réhabilitent les écoles. Les enfants retournent et participent aussi à la réhabilitation de leurs propres écoles et retournent à l'école. On espère que au trimestre prochain, c'est-à-dire qui va démarrer mi-février, les études vont reprendre ou les écoles vont reprendre normalement à Deir Zor Est. De la même manière, dans la région de Bédjin, qui est donc qui joint la banlieue ouest de Damas, qui va jusqu'au Golan et jusqu'au flanc de la montagne Jabal Sheikh. Donc là aussi, les habitants reviennent après la libération de leur ville. Ils reviennent et ils sont ravis de revenir chez eux, de reprendre leur maison, même s'il y a en partie détruite, mais ils sont ravis de revenir chez eux. Donc, un peu partout en Syrie, je peux dire Alep aussi, les quartiers est d'Alep, qui étaient aussi largement occupés par les terroristes, en grande partie détruits. Aujourd'hui, ils reprennent vie. Maintenant, après les équipes de déminage ont effectué leur travail de sécurisation et de déminage, que les équipes de la ville ont fait la réhabilitation en matière de évacuation des eaux usées, en égouts, circuit de distribution des eaux potables, circuit électrique. Enfin, Alep a de l'électricité maintenant pratiquement toute la journée, ce qui est énorme. En fait, ils ne l'ont pas vu depuis des années. Voilà, donc la population revient, les gens essayent de reconstruire leur maison, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent, mais ils sont dans l'ensemble ravis de revenir chez eux. Donc la vie revient, et pas seulement la vie, les ateliers, il y a maintenant plus de 450 unités de production entre unités artisanales et usines qui refonctionnent aussi, donc partout, surtout dans la zone industrielle d'Alep. Et puis voilà, donc la vie reprend ses droits. Les Syriens sont très actifs et main dans la main, ils pourront reconstruire la Syrie malgré tous les agresseurs et tous ceux qui voulaient que la Syrie soit anéantie. Mais la Syrie vivra et triomphera. Et merci. Et je vous souhaite bonne soirée. Merci Essar. Nous vous remercions de ce site-rep encore une fois. Si vous me permettez, je voulais évoquer aussi avec vous, parce que vous m'en avez parlé bien entendu, juste avant ce site-rep, la participation de 2 équipes de danseuses du ballet syrien en Biélorussie, les Olympiades scientifiques et mathématiques, et puis une réunion de réalisateurs de cinéma syrien. Voilà, donc ça veut dire que l'activité culturelle de votre pays reprend. Donc n'a peut-être pas franchement forcément cessé, mais en tout cas, voilà, c'est l'avenir qui est en train de se construire à travers ces belles réalisations artistiques, culturelles. Et eh bien merci en tout cas de nous donner ces informations depuis la Syrie, et ça.
Merci beaucoup, Tom. Effectivement, la production et la créativité syrienne a été plutôt largement attisée par la souffrance, je peux dire. Et non seulement elle n'a pas cessé, mais elle est devenue plus profonde et plus percutante et foisonnante parce que c'est aussi l'échappatoire et le défi de tout Syrien pour montrer que la Syrie est un pays de civilisation, un pays de création et un pays qui va vivre et qui vivra malgré toutes les agressions et qui surmontera toutes les difficultés. On est tous des grands challengers, je peux dire. Voilà. Et merci. Je vous en Merci prie. beaucoup. À très bientôt, Essar, pour un 34e Citrep dans 15 jours. Oui. À très bientôt. À très bientôt. Alors, Merci, dans Essar. 15 jours. Au revoir. Et merci bien. Au revoir.